Bonjour tout le monde. Merci d'être là à cette consultation publique. On voulait organiser cette consultation parce que ça fait la dernière date d'il y a pratiquement 5 ans. Depuis le nouveau conseil, il n'y a jamais eu de consultation publique parce que les gros travaux, vous êtes au courant, ils ont été entamés. Les procédures, je pense qu'on a mis le monde au courant de ce qu'on faisait exactement. Mais je pense que souvent, le comité Rivière est bien renseigné, mais de renseigner la population, ceux qui sont un petit peu plus loin. Et il est à temps qu'on fasse... on a fait beaucoup de travaux, qu'on réexplique ce qu'on a fait et vers où aussi on s'en va. Je suis accompagné des spécialistes que vous connaissez, que je vais laisser se présenter. Si Simon, tu veux te présenter? Oui, bonjour. Moi, je suis Simon Bélanger. Je suis géomorphologue avec Groupe Synergis. Et je travaille sur le projet de réduction des risques d'inondation depuis le début, en 2018-2019. Et voilà, c'est ça. Donc, je vais vous présenter une partie des projets, puis mes collègues vont suivre par la suite. À toi. Bonjour à tous. Moi, c'est Thomas Simard-Robitaille. Moi, je suis plus vieux que Simon. Je suis là depuis les débuts de la recherche avec l'Université Laval, quand je faisais ma maîtrise. Donc, je suis là depuis 2014. Puis, j'ai continué par la suite avec Environnement Nordique, donc Synergis, aujourd'hui. Puis, je suis content d'être là aujourd'hui. Alors bonjour, mon nom est Claude Beaulieu, je suis ingénieur hydraulicien ou ingénieur en hydraulique fluviale. Je ménage les cours d'eau depuis 42 ans et j'ai accompagné, on va dire, les gens de l'Université Laval depuis le début et par la suite, notre équipe s'est réunie pour matérialiser les concepts, les études qui étaient planifiées par l'université, qui étaient proposées par l'université et on a tranquillement transformé ça en travaux sur le terrain. Tout le monde. Chantal Plamondon, directrice générale à la Ville de Saint-Raymond. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir au Centre Multi ce soir pour cette soirée d'information. Vous allez voir qu'on travaille avec de vrais professionnels. En fait, je pense que la plupart de vous, si vous êtes déjà venus dans une consultation, vous les avez tous rencontrés. Pour faire un résumé, tout a commencé en 2014 où le Conseil a décidé, avec l'Université Laval, de commencer à faire les études qui se sont prolongées pendant des années. Plusieurs interventions ont été annoncées. Nous sommes allés chercher au-delà de 5,5 millions pour faire des travaux qui ont fini. Là, on a fini tout le 5,5 millions. Et on travaille encore avec le préfet. La ministre nous a donner une lettre d'intention pour embarquer encore pour un autre 10 millions sur des projets qu'on aura à faire. Donc, ce soir, c'est le résumé de ce qu'on a fait. OK? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez avoir un petit vidéo. Parce en fait, on va vous faire la localisation des 12 interventions réalisées. En fait, si on dégrossit, on peut dire qu'il y a eu plus que 12 interventions, mais c'est 12 principales interventions. On a fait aussi le résultat du suivi de performance pour ces interventions-là, ce que le ministère nous demandait. Les réductions de risques depuis 2014. Protection du cours de... il y avait une projection d'un cours documentaire qu'on a fait sur tout ce qui est fait depuis 2014. Il va y avoir une présentation des démarches et des travaux à venir et on aura une période de questions à la fin. Donc, retenez vos questions à la fin par rapport à ce que vous aurez des questions sur l'avenir. Les travaux qu'on avait à faire et l'argent qu'on avait pour la faire, tout est fait. Les rapports sont rendus au gouvernement. Le MSP a eu le rapport final de tout ce qu'on a fait et ils sont très satisfaits, ce qui a pu libérer une dernière tranche. Claude a travaillé avec le MSP, il y a eu des addenda, puis on a joué dans les argents pour avoir récupéré le plus d'argent possible. Puis la ministre nous a confirmé là, un autre chèque de 247 247 000 qui va rentrer suite au
au rapport qu'on a fait. Moi, je ne parle pas plus longtemps. Je vais passer le micro à nos spécialistes. Ce soir, tout est filmé, OK? Je dois vous le dire, parce que dans une consultation publique qu'on a faite avant, on n'avait pas averti le monde que c'était filmé. Donc, si vous vous posez des questions, parce que comme on veut informer la population, on va passer le vidéo intégrale, y compris de vos questions. Ça, ne vous gênez pas à venir poser des questions. C'est juste que, point de vue légal, on doit vous avertir que si vous venez poser des questions, vous risquez de passer à la télévision. Je vous remercie beaucoup d'être là. Puis, on commence la session. Simon, je te laisse aller avec ça. Parfait. Merci, M. le maire. Ouais, comme un peu tout le monde l'a dit, moi, ça fait plaisir d'être ici. J'aurais espéré qu'on le fasse plus souvent. La pandémie nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Alors, voilà, on y va. Bon, dans un premier temps, on va vous présenter où sont situées un peu les interventions, un peu pour que tout le monde soit au même diapason. On va souvent se référer à des PK. Donc, les PK, c'est les points kilométriques qui sont mesurés le long de la rivière, suivant le tracé de la rivière. De façon arbitraire, l'Université Laval a fixé un lieu de départ qui est celui le PK 0 se trouve être au barrage de Chute-Panay, comme on le voit au bas de la carte, à l'aval complètement de la zone qui fait l'objet des interventions. Donc, si certains ont un petit doute, là, l'amont, ça vient des montagnes et l'aval, ça va vers la vallée. Donc, on va y référer quelquefois comme ça. La première intervention, c'est un seuil avec une estacade flottante au PK 24. Ça, vous en avez entendu parler souvent comme étant l'estacade à sapin. Ensuite de ça, il y a un système de retenue des glaces qui est au PK 10.5, donc un petit peu plus vers l'aval. Et un petit peu en bas du centre de la carte et dans la partie plus inférieure de la carte, là, vous voyez, la ville a procédé au retrait de caissons de drave entre les PK 3.4 et 0.05 environ. Fait que voilà, je vais vous les décrire sommairement parce que je pense qu'il y a plusieurs des interventions qui ont déjà été présentées. Il y a peut-être des gens qui ne les ont jamais vues. Alors, on va y aller quand même assez rondement. Là, toujours dans le secteur du centre-ville, on a zoomé sur une partie de la carte. Donc, toujours de l'amont vers l'aval, on a procédé à une stabilisation de rive dans le secteur du PK 7. Ça, c'est à proximité de l'avenue Beaulieu et du dépanneur Marie-Claude, pour ceux qui le connaissent. Ensuite de ça, il y a eu le dragage du barrage du réservoir de Saint-Raymond, que plusieurs appellent le barrage Estacade également. Un système anti-refoulement qui a été mis en place près de la rue Jacques-Labranche. On a procédé également au défrichage des digues. Ça apparaît en pointillé rouge dans la partie centrale inférieure de la carte. Il y a eu également un projet de stabilisation d'un talus riverain puis de réfection d'une digue anti-débordement. Il y en avait déjà une qui était existante, mais elle a été reconstruite. Puis il y a eu la réfection de l'émissaire de la rue Saint-Hubert. Puis également, sur des tronçons assez longs, on en voit une partie, mais ça va également vers l'aval, l'affaiblissement préventif du couvert de glace. Donc, un petit rappel, à Saint-Raymond, la plupart des inondations sont causées par des embâcles, notamment des embâcles qui sont surtout induites par la glace, oui, mais particulièrement par un type de glace qu'on appelle le frasile, ou le frasis, si vous voulez. Donc, c'est en quelque sorte un genre de slush avec des plaquettes ou des aiguilles de glace. Donc, ça, c'est vraiment la cause principale. Il y a environ 400 000 tonnes de glace qui transitent par le centre-ville, par le tronçon voisin du centre-ville. Et ce tronçon-là est capable d'en stocker autour de 100-120 000 tonnes, donc à peu près le quart, sans trop causer de problème. Évidemment, on focus surtout sur cette problématique-là parce qu'elle est plus fréquente. Puis en même temps, comme il est mentionné, les inondations qui sont créées par les embâcles sont plus subites. Donc, sont encore plus à risque. Donc, ce qu'on voit sur la photo, là, la date est bonne, c'est le 15 novembre 2018. C'est très tôt en saison, donc il a fait très froid. Le frasis est produit quand l'eau est très froide dans les rapides. L'eau n'a pas le temps de geler, puis elle est en mouvement, puis elle a tendance à former ce type de matériaux-là. Une des premières choses qui a été mise en œuvre, c'est l'affaiblissement préventif du couvert de glace. Ça avait commencé en 2013. Donc, il y a des excavatrices de différents types, puis il y a des pelles excavatrices amphibies. Celle-ci, c'est la pelle araignée qu'on appelle, qui sont utilisées. Les objectifs, c'est de réduire l'intégrité du couvert de glace, faciliter évidemment l'évacuation de l'eau, puis
évacuer le plus tôt possible la glace lorsqu'il y a une débâcle qui peut survenir le printemps la plupart du temps, mais pas uniquement, comme on l'a vu dernièrement, il y en a souvent, même durant l'hiver ou même au début de l'hiver. Donc, il y a le système d'alerte précoce qui fonctionne depuis 2016. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un ensemble, un réseau muni de différents dispositifs, donc des caméras qui sont placées à différents endroits, des senseurs, des sondes à pression hydraulique. Et que tout ça permet d'anticiper les inondations, préparer les équipes d'urgence le plus tôt possible. Ça informe les citoyens via le site Web, puis il y a différentes applications. Il y a des interactions sur Facebook, sur inforivière.com, puis avec l'application ECHO, il y a des gens qui reçoivent des infos sur leur cellulaire. Donc, ça permet aussi de documenter la glace afin de mieux comprendre sa dynamique. Donc, c'est mon collègue Thomas Simard-Robitaille qui est spécialiste de la glace, qui s'occupe principalement d'interagir avec les équipes d'urgence de la ville, de les tenir informés. Donc, Thomas doit faire le suivi de la formation du couvert de glace et également de sa dégradation ou de ses mouvements. Un projet qu'on a mis en œuvre, c'était la stabilisation de la rive gauche près de l'avenue Beaulieu, toujours dans le secteur du dépanneur dont on parlait tout à l'heure. Il y a une intervention, il y a une stabilisation de rive qui a été faite sur 394 mètres de longueur. Donc, ça visait surtout à protéger les résidences et les commerces, mais en même temps, ça a permis de réduire un site de production important de sédiments. Ce qu'on a réussi à quantifier, c'est 4000 mètres cubes de matériel qui était érodé dans une période de 4 ans, ce qui est quand même énorme. Et ces sédiments-là, bien, ils sont transportés, ils vont s'accumuler dans le réservoir du barrage de Saint-Raymond, puis on verra plus tard quelle incidence que ça a sur le projet de réduction des risques d'inondation. Un petit peu plus tard, dans la première étape, c'est l'Université Laval qui a mis ça en œuvre. L'équipe de Brian Moore, c'est un professeur qui est maintenant retraité de l'Université Laval, qui a travaillé avec une équipe dont Thomas faisait partie. Donc, il y a un câble qui a été mis en place dans la rivière pour capter le frasis. Donc, les objectifs, retenir le frasis pour accélérer la formation du couvert de glace. Évidemment, réduire les quantités de ce matériel-là, de ce frasis qui transite, puis il s'en va vers le centre-ville qui est 18 km plus en aval parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour l'arrêter entre les deux. Et également, ça ralentit la progression des trains de glace. Donc, on voit les 3 photographies, une qui a été mise en place, une qui montre l'estacade mis en place en 2016. Par la suite, bien, on a constaté que les vitesses d'écoulement étaient un petit peu trop rapides. Donc, un seuil a été construit, un genre de barrage en gros bloc pour ralentir, créer un genre de plan d'eau calme, puis ralentir les vitesses d'écoulement pour mieux capter le frasis. Ensuite de ça, il y a eu l'enlèvement de 32 caissons de drave. Ça, c'est à l'aval de la ville. Et ça, c'est les caissons, bien évidemment, on en voit quelques-uns. C'était des cages de bois et avec de la pierre à l'intérieur. Ça datait de 130 ou 125 ans selon les endroits. Donc, l'objectif était d'éliminer un obstacle à la libre circulation de la glace pour faciliter son évacuation vers l'aval, puis éliminer une source de formation d'embarque et d'inondation. Donc ça a été identifié assez tôt dans le processus comme étant un élément important à mettre en œuvre. Donc le travail s'est fait sur des barges, comme on le voit, là, avec une excavatrice. Un autre projet par la suite, en 2020, on a procédé à la stabilisation d'un talus en amont du pont Tessier. Ça, c'est du côté opposé de la rivière, juste derrière nous, là, au centre-ville. Donc, les objectifs étaient d'abord de renforcer la digue qui est en mauvais état, puis de sécuriser la partie nord de la ville. Il y a environ 1000 résidents qui sont protégés par cette digue-là. On avait fait une inspection avec mon collègue Claude Beaulieu, puis on avait constaté qu'il y avait des cavités dans la digue, puis il n'était pas question de laisser ça comme ça, c'était beaucoup trop à risque. Mais en même temps, bien, le talus riverain est en érosion, donc la digue était appuyée sur la crête du talus riverain. Il a fallu stabiliser le talus riverain. C'est ça qui a coûté beaucoup plus cher dans l'intervention, mais c'était absolument essentiel. Puis, bon, on voit que par la suite, 2 mois après, il y a eu une inondation assez importante. On a eu près de 1000 mètres cubes par seconde. Le niveau d'eau a atteint 15-20 cm jusqu'à près de la limite de la crête de la digue. Évidemment, heureusement, la digue qui avait été renforcée a bien résisté. On ne sait pas si ça aurait résisté ou non, mais on présume que ça aurait pu se rupturer. Fait qu'il y a eu 2 événements comme ça. Il y en a un autre en 2023.
puis l'ouvrage a résisté aux deux. Donc, on l'envoie, ce sont des blocs de béton embossés, emboîtés les uns par-dessus l'autre, avec une membrane étanche qui est placée en sandwich entre deux géotextiles pour la protéger des perforations. Un dispositif aussi anti-refoulement, ça vous en avez entendu parler, on parle souvent de clapet. Dans ce système-là, il y a effectivement un clapet, mais il n'y a pas uniquement ça. Donc, l'objectif, dans ce cas-là, c'était de protéger 20 résidences du secteur Alexis Caillé et Jacques Labranche. Si je ne me trompe pas, c'était le 5e dispositif qui était mis en place comme ça. Il y en a d'autres ailleurs. Tous les émissaires pluviaux ont ce système-là, les gros émissaires en ville. Et celui-ci était le dernier à construire. Ça fonctionne comment? Bien, il y a un senseur qui est placé à l'intérieur d'une chambre en béton. Puis lorsque le niveau d'eau atteint une certaine hauteur, les pompes se mettent en fonction. Ils pompent l'eau, puis la déversent du côté non habité, donc du côté rivière. À ce moment-là, ça évite le refoulement des eaux parce qu'il y a toujours de l'eau qui vient de l'endroit où on voit la partie entrée, là, de l'amont. Il y a toujours de l'eau qui s'y déverse. À ce moment-là, si elle ne peut pas se déverser vers la rivière, mais nécessairement, ça refoule. Puis il y a même les eaux de la rivière qui se trouvent à remonter dedans. Un autre projet était la reconstruction de l'émissaire de la rue Saint-Hubert. Il y a un petit parc à proximité de la partie un petit peu sud du centre-ville, partie aval. Donc, il y a un chercheur qui mentionnait qu'il avait observé que la glace avait tendance à s'accumuler de façon privilégiée sur une maçonne, un mur de tête en béton. Donc, l'objectif, c'était d'éliminer le mur pour éviter que les embarques se forment de manière préférentielle à cet endroit-là. Donc, il a fallu enlever le mur en question, une partie de la conduite pluviale de 900 mm, donc de 3 pieds de diamètre, placer une extrémité biseautée qui allait épouser la ligne de rivage pour éviter que la glace s'y accroche. C'est une intervention un peu plus mineure que les autres, mais qui peut jouer son rôle également. Vous savez qu'à Saint-Raymond, il y a des digues depuis fort longtemps. Il y en a qui datent de peut-être près de 100 ans à certains endroits, qui étaient assurément beaucoup plus petites. Il y en a des plus grosses. Et donc, la Ville a procédé au défrichage des digues au centre-ville. L'objectif, c'était d'éviter, entre autres, la formation de cavités qui peuvent perturber l'étanchéité, créer des déformations qui pourraient entraîner une déformation structurelle de la digue. Ça facilite évidemment les inspections, ça réduit l'attrait pour les animaux qui peuvent avoir besoin d'aller créer des cavités pour des terriers, donc la marmotte, le renard et autres. Puis évidemment, en éliminant les arbres, bien, on élimine une source de déstructuration, de bris potentiel de la digue. Donc les racines, les arbres, lorsqu'ils meurent, les racines vont pourrir et l'eau peut passer à travers la cavité qui est formée. Bon, un petit peu plus tard, là, on a parlé tout à l'heure de projets qui visaient à éliminer l'apport de sédiments. Il y a un lien, on le fait avec ça. Donc, on a procédé au dragage du réservoir du barrage de Saint-Raymond en 2022. L'objectif était de créer des conditions favorables pour capter un maximum de phrasie puis former plus rapidement un couvert de glace. Donc, le phrasie descend, il va s'accumuler là. Le couvert de glace doit se former le plus tôt possible, puis il vient s'appuyer sur les rives, sur certains endroits dans le fond, puis il joue le rôle d'un peu de pare-choc pour les autres trains de glace qui arrivent. Donc, on augmente la profondeur du réservoir. Un réservoir plus profond a tendance à mieux capter le phrasie, donc les vitesses d'écoulement sont un petit peu plus lentes. En même temps, il y a moins de turbulence. Donc, il y a 10 000 mètres cubes de sédiments qui ont été enlevés, qui ont été concassés, puis valorisés pour construire des infrastructures de la ville. Donc, ça produit suffisamment de matériaux concassés de type MG20 ou 0,3 pour environ 3 années de travaux dans la ville. Ça, c'est un des éléments les plus originaux, les plus innovateurs. C'est surtout Thomas qui a designé ça, mais on y a participé, nous tous. Donc, c'est un système de retenue des glaces au PK 10.5. Les objectifs étaient de retenir les trains de glace dans leur transit vers le centre-ville. Ce n'est pas de garder toute la glace sur place jusqu'à temps qu'elle fonde, mais plutôt de séparer l'arrivée des trains de glace en 2 phases. Donc, lorsque le débit atteint autour de 250-300 mètres cubes par seconde au centre-ville, la glace, elle décolle puis elle descend. Puis à ce moment-là,
le design que Thomas a fait en sorte que la glace pourrait être retenue jusqu'à peu près au même débit. Donc, autour de 250-300 mètres cubes par seconde, la glace quitte le centre-ville. Oups, l'autre partie de glace descend, peut-être une heure, une demi-heure après. Elle arrive au centre-ville. Au lieu d'avoir, par exemple, 500 mètres cubes ou 500 000 tonnes de glace, on va en avoir la moitié, peut-être 250. Donc, on a moins de chances d'avoir un embarque. En même temps, ça permet de fragmenter des blocs de glace à certains... lorsqu'il y a des redouts où on a une glace un petit peu plus fragile. Et on cherchait aussi à limiter l'accumulation de débris de bois, comme on le voit sur la photo. Vous voyez l'estacade sur la rivière du Berger qui a exactement le même objectif. Vu que les piliers sont placés en rangée, bien, les débris de bois s'accumulent. Ils s'accumulent tellement qu'ils commencent à se développer des arbustes à travers tout ça. Donc, ça crée un barrage. Et on voulait éviter cette situation-là. Donc, effectivement, c'est une innovation qui devra faire l'objet de suivi, c'est déjà le cas, puis qui devrait être éventuellement diffusée, à savoir quel est son rendement, quelles sont ses forces, ses faiblesses. Donc, ce qui est intéressant dans le secteur où on a mis ça, c'est qu'on a une plaine inondable qui est très large. On crée artificiellement un embarque à cet endroit-là. L'eau peut circuler dans la plaine inondable, un endroit qui est boisé avec des marécages, des arbustes. Ça ne crée pas de dommages. En même temps, on avait une petite intervention qu'on a faite dans un chenal de crue pour éviter qu'il y ait trop de glace qui puisse rentrer dedans. Bien, on fait en sorte qu'on va implanter le maximum d'arbustes à l'aide de rangs de plançons. Les arbustes vont se développer puis ils vont ralentir le déplacement de la glace à cet endroit-là. Il y a d'autres mesures qui ont été mises en œuvre que vous connaissez, qui sont non structurales. Donc, le comité rivière, c'est un comité qui est composé des citoyens de la CAPSA, qui est un organisme de bassin versant, un organisme en environnement, et des représentants de la ville. Occasionnellement, selon les rencontres et réunions et les besoins, il y a des scientifiques qui y participent, des consultants, des ingénieurs et autres. Il y a des repères historiques de crues qui ont été placés en plusieurs endroits, 10-12 endroits, je crois, dans la ville. Pour ne pas oublier, évidemment, l'événement. On a tous tendance à oublier. Puis aussi pour se dire qu'il faut poursuivre le projet. Puis il y a également le poste de pompier qui était auparavant en zone inondable. En 2014, le poste de pompier avait été complètement inondé. Il était donc sinistré. Puis ce sont les pompiers qui assurent les services d'urgence. À ce moment-là, on comprend rapidement qu'il fallait régler la situation. Donc le poste a été inauguré en 2019, je crois, si je me souviens bien. Donc, voilà, on va parler du suivi de 3 interventions, puis je vais passer le micro à Thomas Simard-Robitaille pour la suite. Une petite parenthèse, les mesures qui n'ont pas été présentées, toutes en ordre chronologique. Là, le comité rivière, ça a été la première mesure qui a été implantée par les citoyens, puis et la ville et la CAPSA. Donc, tout ça part de cette première mesure-là. Donc, le suivi des 3 interventions principales qu'on cible, c'est l'estacade flottante au point kilométrique 24, le système de retenue des glaces au PK 10.5 et le dragage du réservoir du barrage estacade de Saint-Raymond au PK 6.1. Tout d'abord, au kilomètre 24, on a fait le suivi depuis l'installation de l'estacade. Au début, c'était seulement l'estacade seule qui était installée avec les sapins par-dessus par l'Université Laval. Puis, lors de la première année, l'installation s'est faite, puis l'hiver était déjà commencé. Donc, c'est pour ça que la quantité de glace épargnée au centre-ville a été estimée à 0. Ça, ces chiffres-là sont basés là, sur une modélisation de la formation de la glace. En moyenne, là, dans les 3 années où est-ce que ça a été principalement l'estacade seule, la moyenne des tonnes retenues a été de 23 000. Donc, on garde en tête là, le chiffre que à partir de 100 à 120 000, là, le centre-ville commence à être vulnérable là, au débordement. Ensuite, on a eu l'autorisation d'ajouter un seuil rocheux à Laval. Puis tout de suite, là, la glace épargnée au centre-ville a été augmentée. Les performances ont vraiment été décuplées, notamment là, en 2022 et l'hiver qu'on vient de passer, lors des débâcles en décembre et début janvier, que les glaces ont été retenues au kilomètre 24, alors que les rapides en aval se sont libérés de leur glace.
Donc, en moyenne, depuis l'installation du seuil à l'automne 2019, c'est une moyenne annuelle de 160 000 tonnes de glace. Donc, le kilomètre 24, le système de seuil estacade et seuil rocheux performe au-delà de nos attentes, qu'est-ce qui avait été estimé initialement par l'Université Laval. On peut le voir ici, là, les deux ouvrages qui sont combinés. Donc, ça retient beaucoup de fragiles. C'est relativement peu coûteux par rapport aux bénéfices qui en est retiré. C'est facile à mettre en place par la ville. Ça perturbe peu le milieu. Ça améliore l'habitat du poisson. Puis, c'est un concept qui était innovateur. Les estacades existent ailleurs dans le monde, mais mettre des sapins, ça, c'est la première fois que ça s'était réalisé. Maintenant, pour le système de retenue des glaces composé de blocs en granit en quinconce, après 3 ans, l'aménagement n'a pas bougé. Puis, il y a peu de débris de bois qui s'accumulent. Je pense, au début du mois dernier, avant la débâcle, pas la débâcle, pardon, avant la crue printanière, il y avait quelques arbres qui étaient à côté sur ces blocs-là, mais ils étaient alignés, orientés dans le sens de l'écoulement. Donc, au prochain coup d'eau, ces débris-là vont se libérer par eux-mêmes. Depuis la mise en place de cet aménagement-là, on n'a pas eu l'occasion d'avoir le couvert typique sur lequel il avait été conçu pour résister au train de glace. C'est-à-dire que le couvert était soit trop jeune ou soit trop vieux, c'est-à-dire qu'il avait été beaucoup dégradé par le soleil. Donc, il n'a pas encore été testé pour vrai. Puis, je l'attends, la prochaine crue, là, où est-ce que ça... On sait que ce n'est pas dangereux pour le centre-ville, mais que ça pourrait le tester juste pour voir si le concept fonctionne. Une petite parenthèse, selon des photos qu'on a eues cet hiver, j'ai vu qu'il peut retenir des glaces, mais je ne sais pas encore à quel débit il a relâché ces glaces-là. Donc, c'est surtout dû au fait que la performance du kilomètre 24 qui est en amont, qui retient la glace en amont. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le centre-ville. Un autre sous-objectif, c'est de morceler les plaques de glace, comme lors de cette débâcle-là. Des morceaux de glace plus petits ont moins tendance à vouloir former un embâcle. Donc, c'est un avantage qui a été remarqué aussi. Maintenant, pour le suivi du dragage du barrage, depuis 2022, vous les connaissez, les principales crues qu'on a eues. Il y a eu plusieurs événements en eau libre, notamment en mai 2023, en juillet 2023. La débâcle que j'ai parlé ensuite, là, le 1er janvier 2024, si je ne me trompe pas, ou 2023. Je peux me tromper sur l'année, désolé. Donc, il y a eu beaucoup d'événements qui ont mobilisé des sédiments, qui étaient prêts à bouger là, tout de suite en amont du réservoir. Donc, on a vu rapidement une pointe, là, comme on peut voir sur la figure du bas, là, en 2023, 1 an après les travaux, il y a une pointe de sédiments qui est déjà revenue. On savait que ça reviendrait, mais on sait que les événements qui ont été rapprochés sont assez suivis. Là. Ça ne fait pas partie de la récurrence habituelle, mais on continue de faire le suivi. Là. Si je ne me trompe pas, le suivi était sur une période de 7 ans, Simon? Oui. OK, parfait, 7 ans. Ah, parfait. Donc, c'est ça. Les 2 premières années, il y avait 3600 mètres cubes de sédiments, donc principalement des cocos, comme on appelle. Donc, c'est ça. Là, il y a les événements qui ont... puis on voit la figure en bas, les coupes commencent à évoluer selon chaque année. Ces événements-là ont exposé plusieurs zones dans la plaine inondable qui sont maintenant dénudées de couvert végétal. Donc, ça l'a exposé de plusieurs endroits où est-ce que il y a des sédiments qui sont prêts à bouger. Donc, si on n'intervient pas, on sait que d'ici la prochaine décennie,
ou la suivante, ces sédiments-là vont finir par arriver dans le réservoir. Donc, tous les gains qu'on avait eus en 2022 pour retenir le phrasier à cet endroit-là, puis initier le couvert de glace le plus tôt possible durant la saison, ils sont à risque d'être beaucoup diminués. Ensuite, bon, comment on sait pourquoi on intervient à tel endroit ou ailleurs ou autre? C'est surtout selon le dommage moyen annuel évité. Pour donner une idée, c'est comme si, qu'est-ce que le chercheur Benoît Turcotte a calculé lors de sa mise à jour en 2021? C'est qu'en 2014, le dommage moyen annuel des inondations à Saint-Raymond était de 1,3 million par année. Donc, si ça faisait 5, 6, 7 ans qu'il n'y avait pas eu de coup d'eau, mais on additionne à chaque année ce montant-là, donc on sait qu'il peut y avoir un gros événement qui peut être assez coûteux, assez dommageable. Mais les 12 interventions ont réduit le risque autour de 57 %. Donc, le risque, le DMA résiduel est de 580 000 $ annuels. On sait que le risque zéro ne sera jamais atteint. On ne peut pas empêcher les inondations à Saint-Raymond, mais on peut encore diminuer ce chiffre-là. C'est ça. C'est pour ça que l'entretien des aménagements, vous avez vu, là, c'est des aménagements surtout en roche, donc les grandes crues comme ça peut les faire travailler, mais c'est au lieu d'avoir un ouvrage qui peut être plus solide, c'est-à-dire en béton, mais qui peut briser, une roche est facile à replacer. On peut revenir facilement replacer de l'enrochement ou replanter des arbustes lorsqu'il y a des dommages. Donc, c'est important d'entretenir ces aménagements, de faire le suivi. Et je rajouterais aussi là, le système d'alerte précoce, que c'est important là, d'entretenir. Puis la Ville est en train de mettre un gros effort là, pour le remettre sur les rails, puis qu'il soit vraiment en pleine fonction, selon ce qu'on voulait au départ. Maintenant, on va prendre une petite pause pour regarder le vidéo qui a été réalisé par l'Université de Montréal. Puis, tu peux y aller, Geneviève. Ah oui, Monsieur le maire, oui. Je peux le présenter un peu. On est rendu aux vidéos, c'est ça? En fait, vous allez voir, plusieurs peut-être d'entre vous l'ont vu. On a dû produire un petit vidéo avec l'Université de Montréal, avec le MSP. En fait, tout le monde qui ont participé à toutes ces réalisations sur la rivière ont participé à cette vidéo. Et pour nous, c'est le point final du début à aller aujourd'hui, ce qui a été fait et les résultats. Donc, c'est une vidéo que le MSP a adoré. À la présentation, ils nous ont dit que vraiment ce qu'on a fait à Saint-Raymond avec nos spécialistes, c'était unique au Québec, que c'est vraiment une expertise qui n'existait pas dans les rivières où se faisait du fraisile. Maintenant, c'est une expertise que le Québec a et qu'on va pouvoir faire profiter à d'autres municipalités. Donc, on vous invite à visionner le vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je pense qu'elle décrit bien ce qu'on a fait depuis 2014. Ça résume bien, pendant 10 minutes, de voir qu'est-ce qui s'est fait à Saint-Raymond. Maintenant, on passe au futur. Claude, tu prends la parole là-dessus? Oui. Bon. Avant de commencer, juste un petit rappel. Alors, il y a eu, on a parlé tantôt de DMA, les dommages moyens annuels, alors de l'ordre de 1,4 million là, annuellement. Donc, le ministère de la Sécurité publique a évalué que ça valait la peine d'investir pendant 20 ans l'équivalent de 1,4 million, par exemple, pour se donner un budget. Donc, ça valait la peine, sur le plan financier, pour les autorités, d'investir à la hauteur de 25 millions pour réduire les risques.
Alors, vous voyez ce qui s'est passé avec les 6 premiers millions. Alors, en utilisant cet outil-là, le DMA, et en utilisant cette plage ou cette série de mesures-là, on a toujours travaillé à prioriser une activité après l'autre. Il s'agissait donc de protéger le plus grand nombre de personnes, par exemple en refaisant la digue à tel moment ou telle grandeur. On peut retravailler sur les digues, mais si on retravaille sur toutes les digues, on va dépenser des fortunes pour protéger quelques personnes, alors qu'on vise à protéger des sections de municipalités. Donc, le plus grand nombre d'usagers possible. C'est pour cette raison-là qu'on s'est attaqué principalement sur la cause des inondations. On a travaillé vraiment sur la rivière, on a appris à la connaître, on a essayé de travailler avec la nature. C'est pour ça que les techniques, puis ce que vous voyez, alors c'est quelque chose qui s'approche en priorité de la nature. Et après ça, vous allez voir qu'on va migrer, puis on va s'attarder à voir si on est capable de recycler ce qui existe comme infrastructure. Fait que, donc, oui, il y a eu des études, alors universitaires, de l'ingénierie, de la construction, des suivis, de la gestion. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Alors, si on veut assurer une pérennité, puis une continuité à ce qui a été fait, alors il faut l'entretenir, puis il faut aussi prévenir encore. Alors, en 2025, la Ville est toujours en action et a posé certains gestes qu'on va voir rapidement. Alors, où elle est en train de poser certains gestes, là. Donc, il y a des choses au programme pour 2025 et il y a des choses qui sont planifiées aussi dans le cadre d'un programme qui est financé par le MAMACH, alors qui s'appelle le PRAFI, et qui va plus retoucher une infrastructure majeure qui s'appelle Chute Panay. Il y a plusieurs personnes par les temps qui courent qui s'inquiètent de ce qui se passe à la Coupe Paquette. Ça fait déjà une couple d'années que la Ville s'intéresse à la chose. Il y a eu des concepts, il y a eu des études, des plans de vie qui ont été faits, des demandes de permis, les autorisations. Tout ça, ça prend 1 an, 1 an et demi. C'est fait. Alors, tout ça, c'est réalisé. Et puis, on a identifié la Coupe Paquette qui pourrait avoir de la protection sur une longueur d'à peu près 430 mètres de longueur, 430 mètres de berge. Toutefois, les autorisations qu'on a obtenues, alors en urgence, c'est plus pour protéger le rang du Nord, essentiellement. Et donc, sur 170 mètres, alors la Ville, actuellement, cherche du financement pour à peu près un peu plus qu'1,5 million, là. Et si on est capable de se rendre plus loin avec les autorisations et avec les sous, alors il y en aurait pour 1,2 million pour stabiliser, protéger la Coupe Paquette. Fait que donc, les concepts d'ingénierie, autrement dit, sont là, avec les enrochements et toutes comme je vous disais, les plans de vie sont réalisés, ont été déposés et autorisés. Par ailleurs, alors, l'hiver dernier, alors, dans différents programmes, on nous demande de faire certaines études et c'était nécessaire de documenter dans le PRAFI. Il y avait une étude sectorielle qui permettait de documenter comment la rivière se comporte de façon globale pour qu'on je parle au niveau des sédiments, l'érosion, l'évolution des rives. Alors, tout ça, ça se tient ensemble. Il n'y a pas juste la glace, il n'y a pas juste l'eau. Alors, tout ça, ça forme un tout. Et il y a des éléments qui ont été observés. Et, entre autres, il y avait un remblai, autrement dit, que l'on voit sur la ligne jaune, alors qui est sur la première figure. Et ce remblai-là, alors, existait sur la terre d'un citoyen, alors, depuis un certain nombre d'années. Et le ministère de l'Environnement a souligné là, que cet équipement-là, autrement dit, ne pouvait pas rester en place. Et ils ont discuté. Alors, puis M. Jobin, Mme Moisan ont été très collaborateurs et ont accepté les propositions puis les requêtes du ministère de l'Environnement. Et ce remblai-là, en fin de compte, a été enlevé au mois de février dernier. Alors, 520 mètres de longueur de remblai. Imaginez, ça fait un peu comme quand on pèse sur un boyau d'arrosage. Alors, autrement dit, lorsque la rivière est en crue, si vous rétrécissez la section d'écoulement, vous avez une accélération de la vitesse et ça a une propension à éroder davantage le lit et les berges. Fait que cette collaboration-là des citoyens a permis
de mettre en place cet hiver un élément de solution qui est fort apprécié et fort appréciable. Alors, il y a un autre élément qui est en projet au moment où on se parle. Alors, il y a des citoyens qui ont été, qu'on voit ici en bas, là. Le centre équestre, la ferme Denir et M. Plamondon, si je ne me trompe pas, alors qui ont été rencontrés, pour lesquels on propose un projet. Il y a de l'érosion de surface. Alors, en aval de la courbe Paquette, ça s'est rempli de sédiments. Et lorsque, à chaque crue, ça arrive, ça fait comme un petit barrage naturel en sédiment. Donc, le niveau d'eau, pour un même débit, alors, ça passe plus haut et ça s'en va sur la terre agricole qui est à côté. Et cette terre-là, depuis quelques années, a tendance à amener de l'érosion, à subir de l'érosion de surface. Cette érosion-là transporte des sédiments vers l'aval et ce qu'on cherche, c'est à limiter la quantité de sédiments qui s'accumulent dans le réservoir du barrage d'Estacade. Comme on vous l'a expliqué, plus il y a de sédiments qui s'accumulent dans le réservoir, moins on a de place pour accumuler le phrasile, mais c'est surtout la vitesse de l'écoulement qui est déterminante dans ça. Alors, plus la vitesse de l'écoulement s'accélère, moins on peut former un couvert de glace hâtif, et là, c'est comme une chaîne, là. Alors, ce travail-là d'entretien, du travail qui a été fait derrière le barrage d'Estacade est quand même essentiel au bon fonctionnement, autrement dit, de cet aspect-là des travaux. Alors, c'est ça. Donc, les sédiments érodés s'en vont dans le barrage de Saint-Raymond. Alors, donc, les activités qui sont là vont viser essentiellement la végétalisation des sols. Alors, il y a un travail d'amendement qui va se faire au niveau des sols, il y a un travail de profilage qui va se faire, et la végétalisation qui est du domaine de spécialité de notre collègue Simon, entre autres. Reconstruction du barrage de Chute-Panay au PK0. Alors, c'est l'élément principal qui a été identifié dans la subvention venant du PRAFI, venant du ministère des Affaires municipales. Alors, le ministère des Affaires municipales a réservé une enveloppe de l'ordre de 8 millions de dollars en travaux, mais auparavant, on a des études à faire. On en a pour 2,3 millions à faire des études, la conception, plan de vie, un nouveau mode de gestion de ce barrage-là et toutes les autorisations que ça suppose. En même temps, il y a des petits travaux à faire là, de sécurisation en attendant de procéder aux grosses œuvres. Alors, donc, le barrage de Chute-Panay qui est maintenant désuet, on a démontré déjà dans les études que si on le démolit sans le reconstruire, ça augmenterait les risques d'inondation. Alors, il est facile de comprendre que si vous rabattez le niveau d'eau à partir du barrage de Chute-Panay, vous allez rabattre le niveau d'eau au niveau du centre-ville. Il y a 6 hauts fonds qui vont apparaître. Et si on laisse ça en permanence, alors vous comprenez que la glace va venir se prendre dans ça plus facilement. Alors, on a enlevé les caissons de drave, c'était pour permettre à la glace de circuler plus facilement. Bien, si on rabat le barrage de Chute-Panay, on va recréer des obstacles à la libre circulation de la glace. Donc, on ne peut pas le démolir et le rabattre tout simplement comme ça. Sa reconstruction doit être faite au plus tard en 2028. Et on envisage donc d'utiliser des seuils gonflables pour faciliter donc la modification des niveaux d'eau et évacuer plus d'eau vers l'aval. Donc, on va avoir une gestion, on cherche à avoir une gestion de l'eau en crue qui est plus efficace, où est-ce qu'on peut passer plus de débit lorsqu'il arrive des événements hydrologiques le plus élevés. On s'entend qu'il y a quand même une limite à ce niveau-là. Là. Donc, subventionnés par le ministère des Affaires municipales, les montants qui sont là alors, sont ceux que je vous ai annoncés tantôt. Alors, dans les prochaines étapes, on doit terminer les études de faisabilité, on doit valider ou non la nécessité d'une étude d'impact. Quand je dis étude d'impact, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorisation. Il y a toujours des autorisations qui sont demandées, mais il y a des procédures. Selon l'envergure des travaux, on procède à une étude d'impact avec audience publique. Sinon, il y a une demande d'autorisation ministérielle selon l'envergure des travaux et l'ampleur du travail qui est à faire. Alors, l'année comme telle des travaux va dépendre de la procédure qui va être choisie. Autre élément qui est en discussion,
Alors, le barrage, le ministère de l'Environnement a signalé en 2023-2024 à la ville de Saint-Raymond que son ouvrage était en fin de vie utile. Alors, les analyses préliminaires qu'on a faites avec les ingénieurs du ministère, alors, on est arrivé à la conclusion que sa démolition sans réaménagement augmenterait les risques d'inondation. Alors, toutes les études, les calculs l'ont démontré, ça a été déposé auprès du ministère et des discussions sont en cours entre la Ville et la Direction générale des barrages pour voir quelle orientation le projet peut prendre. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que l'initiative de la Ville de Saint-Raymond avec le ministère de la Sécurité publique a permis donc de gérer, on dit, à peu près 50% des risques. Et le fardeau de la gestion des inondations, maintenant, n'appartient pas juste au ministère de l'Environnement et pas juste sur le dos de la Direction générale des barrages, parce que la Ville, avec son intervention, en travaillant sur le milieu naturel, en amont, tout ce que vous avez vu, et la proposition de gérer le recyclage des deux ouvrages existants au milieu et en aval. Alors, ça devient deux propositions, les deux prochaines propositions intéressantes, outre des petits aménagements complémentaires là, sur le milieu naturel qui vont continuer à donc diminuer ces risques-là. Fait que ça, c'est ce qui est au programme, ce qui est déjà... ce sont des chantiers sur lesquels on travaille déjà. Au niveau des études, ça fait plus qu'1 an qu'on y travaille, mais maintenant, en 2025, comme on l'a vu, alors il y a déjà des activités qui ont été commencées, qui sont programmées et qu'on espère faire là, dans les prochains mois. Merci, Claude. Suite à tout ce qui s'est passé aussi, il y a M. Richard Jobin. Vous allez avoir, qui a produit un livre sur les inondations à Saint-Raymond. Un petit fascicule qui est vraiment intéressant. Et il y a le lancement officiel qui va se faire dimanche, le 1er juin à 14h, ici au centre multifonctionnel. Donc, c'est un historique sur toutes les inondations qu'il y a eu à Saint-Raymond. Et c'est vraiment là, intéressant à lire. Maintenant, on avait-tu d'autres choses? C'est les questions. Les questions. Ah oui, c'est ça. On était rendu aux questions. On avait prévu 1 heure de présentation. Ça a bien été. Il est 20h02. Donc, on vous laisse poser et allez-y aisément, poser toutes les questions. Nous devrions avoir les réponses, sinon, on va vous revenir avec les réponses. Pierre Robitaille, dans ça, c'est merveilleux, tout ce que vous avez montré là, je suis au courant, je suis dans le comité Rivière. Avez-vous pensé un peu à la Bras du Nord? Parce que le Bras du Nord, on est inondé plus souvent que la rivière Sainte-Anne, du côté du village Sainte-Marie, si on veut spécifier, là. Lorsque les crues des eaux deviennent à tant de mètres cubes secondes, bien ça, c'est pris, autrement dit, au barrage de la Chute. Mais là, les deux rivières sont là. Mais le Bras du Nord, moi, je pense, à un moment donné, qu'il y aurait un genre de, peut-être de dragage à l'embouchure des deux rivières ou quelque chose de même pour pas, parce qu'on dirait que lorsque la rivière Sainte-Anne est haute, le Bras du Nord, il est haut, puis il ne veut pas rentrer dans la rivière. Puis là, nous autres, mettons, Saputo et tout ça, et du côté de la rue Saint-Émilien, bien là, on se fait inonder. Puis on se fait inonder plus souvent, même, je dirais, à 75% des fois, c'est par le Bras du Nord. Puis il y aurait peut-être possibilité de mettre un clapet. Dans la rue Saint-Émilien, il y a un égout vis-à-vis Tiwi, là, sa maison, là. Il y a un système de tuyaux qui est là, et peut-être qu'il y aurait possibilité de mettre un clapet dans ce coin-là quand le Bras du Nord lève pour pas... Parce qu'on voit arriver l'eau par le manneau, là, le regard, oui. Fait que peut-être pourriez, avec le comité d'inondation, puis toute la ville, puis tout ça, là,
vérifier, parce que là, c'est certain qu'il y a beaucoup d'améliorations avec la Sainte-Onde, mais il reste que le Bras-du-Nord, il est là aussi. Là. Puis du côté du village Sainte-Marie, souvent, c'est par le Bras-du-Nord. Oui. Merci. Vous avez une belle connaissance de la rivière. C'est exactement ça qui se passe. Là. Lorsque la Sainte-Anne devient haute, mais les niveaux d'eau sont refoulés dans le Bras-du-Nord, puis souvent, la synchronisation des crues n'est pas pareille dans la Sainte-Anne, dans le Bras-du-Nord. Le Bras-du-Nord, pardon, est souvent retardé par rapport à la Sainte-Anne. Donc, lorsque le maximum de la crue arrive par le Bras-du-Nord, mais la Sainte-Anne est déjà haute. Donc, il n'y a plus de place à l'eau de circuler. Et effectivement, l'eau sort par le Bras-du-Nord. Mais c'est surtout en raison de la Sainte-Anne. Oui, puis vous avez bien identifié que la confluence de ces deux rivières, puis le delta que j'appelle là, la pointe de terre entre les deux cours d'eau qui forment entre autres le secteur qu'on appelle le village de Sainte-Marie, dont la rue Saint-Émilien. C'est un secteur qui est, on considère. Si mon collègue Claude peut répondre sur les parties sur qu'est-ce qu'on considère, mais je voulais juste souligner que votre compréhension de la rivière, là, c'était super. Ah, effectivement. Écoutez, lorsqu'on a, comme vous voyez, un programme d'intervention, on fonctionne toujours par priorité. Alors, jusqu'à présent, on travaillait vraiment sur la rivière. À partir du moment où là, on est rendu sur le barrage de Chute-Panay, alors sa reconfiguration et ses fonctions hydrauliques comme telles, oui, sont à l'étude. Mais ce qui concerne la confluence entre la rivière Bras-du-Nord et la rivière Sainte-Anne, c'est quelque chose qu'on a vu. Mais c'est une image qui est assez simple à comprendre au bout de la ligne. C'est qu'on parle beaucoup des changements climatiques. Mais les changements climatiques vont juste nous mettre dans le visage les petites erreurs qu'on a faites dans le passé. Alors, la Bras-du-Nord et la rivière arrivaient à angle comme ça il y a une centaine d'années. Quand ça a été reconfiguré puis que le pont de fer a été fait, il arrive à 90 degrés. Alors, vous savez, c'est pas difficile de comprendre qu'il y a un problème de circulation de l'eau et de la glace. Et ces circonstances-là font, entre autres, que les sédiments vont venir se déposer là. Et historiquement, dans le réservoir du barrage, à la confluence, puis en montant, alors vous avez un haut fond d'à peu près 1,2 km qu'on avait vu, qu'on a caractérisé. Et juste pour enlever ça fait partie des études qui sont financées par le PRAFI. Là. Alors, on l'étudie, ça. Et ce qui avait été proposé il y a 2-3 ans, c'était de draguer tout ça. Maintenant, on s'en allait avec une étude d'impact juste pour draguer tout ça. Et toute proportion gardée, quand on regarde l'intervention sur les deux barrages, oui, on va le traiter en même temps, mais dans quelle séquence les travaux vont se faire? Est-ce que on doit l'étudier, là. Est-ce qu'on peut faire en amont des interventions plus locales, un peu comme on a fait au kilomètre 24 ou ailleurs, pour soulager le secteur Sainte-Marie? Est-ce qu'on peut ouvrir une vieille digue? Ça, c'est toutes des choses qu'on doit modéliser au moment où on se parle. Alors ça, on veut dire qu'on est encore à l'étude de ce volet-là, parce que de toute façon, on doit documenter ces choix-là pour obtenir les autorisations. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose d'autre à rajouter. Oui, il y a un élément aussi qui avait été proposé par l'équipe de l'Université Laval. Ça n'avait pas été étudié en détail, si vous vous rappelez peut-être. Si vous êtes M. Robitaille, je pense, si je ne me trompe pas. C'est que le professeur Brian Morse avait proposé peut-être de mettre une digue pour ceinturer une partie de la partie de Sainte-Marie, là, la partie nord de Saint-Raymond, pour la protéger des crues qui venaient du Bras-du-Nord. Et lorsque les citoyens ont compris qu'ils se trouveraient en quelque sorte dans une piscine asséchée, entourée d'eau, ils n'ont pas aimé l'idée. Bon, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. C'est sûr qu'il n'y a pas eu d'études approfondies. Peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être étudié à nouveau.
Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution, là, mais ça mérite d'être approfondi probablement. Mais a priori, là, les citoyens étaient défavorables à cette proposition-là. Bonsoir, Carmen Barrette. Dans vos photos tout à l'heure, au bout de l'avenue Beaulieu, vous avez fait des travaux, tout ça. Mais du côté nord, face à la rue Beaulieu, dans ce secteur-là, il y a un amoncellement de débris. Ça se fait chauffer au soleil. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut espérer un jour que ça disparaisse? Fait que ça enlèverait de la pression du côté sud de la rivière, du côté, au bout de l'avenue Beaulieu. Oui, c'est les sédiments. En fait, Mme Barrette, c'est les sédiments qui ont été de la résidence sur le 670 là, sur le rang du Nord, la Maison Rouge. Autour de cette Maison Rouge, ces sédiments-là se sont ramassés. Mais ça fait des années, même avant que vous oui. vous répariez, on en voyait, mais de plus en plus, ça élargit, ça entre dans la rivière. Mais ça, c'est encore là. Je me dis, à un moment donné, est-ce que ça va rester là? Pardon? Oui. Je ne suis pas certain de savoir exactement de l'endroit où vous parlez, mais c'est vraiment dans le prolongement de l'avenue Beaulieu où était le spa autrefois. Là. Oui. Il y a un banc de galets qui est là. Initialement... Vraiment du côté nord de la rivière, pas du côté que vous avez renforcé la digue, là, c'est pas là. Oui, Vraiment, du côté nord. OK, côté... oui. Oui, c'est ce que c'est j'entends. comme de la roche de fond de rivière, ça ressemble à ça, là. C'est moi qui ai préparé les plans et devis de la stabilisation de rive. À cette époque-là, j'avais prévu qu'on allait excaver et enlever ces sédiments-là. Le ministère de l'Environnement a refusé. Il voulait pas du tout. Il aurait fallu qu'on leur fasse une étude, qu'on leur démontre. On s'est consulté, puis on a constaté que si on faisait des études pour le prouver, le bien fondé de l'intervention, on allait perdre une année et on menaçait la sécurité des résidences et des commerces. Donc, on n'a pas pu... on a été obligé de céder devant les questions qui étaient posées et devant l'insistance du ministère de l'Environnement. On a laissé tomber. Donc, eux autres, ils considèrent ça comme un dragage de la rivière. Et lorsqu'on parle du mot dragage, en général, là, en environnement, c'est pas loin d'un mot tabou, là. C'est vraiment difficile à faire passer. Fait que c'est la même, vous allez me répondre la même chose dans le détour des Paquettes, là. Parce que chez M. Labarre, là, la rivière, elle rentre dans le champ, elle rentre dans le champ. Mais là, on voit le fond de la rivière est tout dégagé. Toute la rivière passe sur la terre agricole. Oui. Puis c'est ça, à un moment donné, qui lave la terre des M. Denis, puis tout ça, parce que la rivière, elle ne passe pas dans le lit de la rivière, elle passe dans le champ. Vous avez tout à fait raison. C'est connu, c'est documenté. Il y a un nom pour ça, on appelle ça une avulsion, puis c'est une accumulation de sédiments dans le milieu de la rivière qui fait que ça fait presque un barrage, puis l'eau a tendance à passer dans la plaine inondable, puis se recrée un nouveau chenal. C'est ça qui est en train de se passer. Fait que là, on a déjà proposé des solutions à mettre en œuvre. La CAPSA va être partenaire pour réaliser des travaux prochainement. C'est ça, vous parliez là de... Peut-être pas de reboisement, mais en tout cas des choses plus naturelles. Oui, puis on veut essayer de mettre une structure qui va ralentir, diminuer la quantité d'eau qui va circuler dans la plaine inondable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on construisait une digue là, c'est pas souhaitable, premièrement. Puis l'autre chose, si on construit une digue, c'est un remblai qu'on met dans une zone inondable. Ça prend une dérogation au schéma d'aménagement de la MRC. Il faut que le projet de loi soit préparé par la MRC, soit envoyé au ministère des Affaires municipales, qui l'étudie pendant 6 mois, 1 an, qu'il retourne au MRC, la route a le temps de partir. Qui modifie son projet de loi, puis qu'il l'accepte. Et au préalable, ça prend une étude d'hydrosédimentologie et d'hydraulique fluviale pour supporter ça, un ingénieur qui signe que c'est souhaitable. Donc là, on vient d'aller trouver 2 ans de délai avant de faire une intervention. Puis après ça, il va falloir faire une demande d'autorisation environnementale au ministère de l'Environnement, faire des plans et devis. Fait que voilà, puis il faut trouver l'argent pour le faire. Ça. Mais ce petit reboisement-là que vous allez faire, ça va diriger l'eau vers sa place naturelle? Bien, ce qu'on peut, oui, effectivement, on veut essayer de faire en sorte qu'il y ait moins d'eau qui circule dans la terre agricole de la ferme de Nire et compagnie,
en n'ayant pas l'obligation d'avoir une dérogation au schéma d'aménagement ni de demande d'autorisation au ministère de l'Environnement. Avant que ces arbustes-là deviennent adultes... Ça va prendre un certain temps, mais il y a d'autres choses. On veut mettre une genre de clôture ajourée, là, quelque chose d'assez costaud avec des piliers de bois. On a imaginé quelque chose. Ça va faire un peu l'effet de l'estacade au PK24. Là. OK. L'idée, c'est pas d'empêcher complètement l'eau de passer. C'est même pas souhaitable pour le projet de réduction des risques d'inondation. Mais si on peut réduire de 20 bien, ça va être déjà ça de gagner. Puis voilà, c'est un peu ça. C'est pas simple de travailler dans une rivière. C'est long et c'est coûteux. On le sait. Alors, je tiens à remercier l'équipe du MSP, puis etc., Oui. etc., pour tout le beau travail que vous avez fait à date là, sur la Sainte-Anne. Puis on souhaite qu'il y ait de beaux travaux qui soient faits aussi sur la Broye du Nord pour qu'on ait un Saint-Raymond sec. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Puis merci à vous d'être présents. Puis je n'ai pas de poser des questions. On n'a pas les réponses à tout, mais on va essayer de faire au mieux. Mon nom est André Julien. Ma question s'adresse à M. Beaulieu. Tantôt, vous avez dit que le barrage de l'Estacade est en fin de vie. Va-t-il falloir que la Ville commence déjà à demander des octrois et des affaires pour reconstruire le barrage, ou ils peuvent mettre des améliorations pour qu'il respire encore quelques années? Très bonne question. La vision qu'on a avec la Ville de travailler sur la rivière, c'est quelque chose qui est progressif. Je vais appeler ça la théorie des petits pas, mais en même temps, c'est pour ça qu'on priorise tout le temps les choses. Alors, dans le cas du barrage d'Estacade, la vision du ministère, il y a quelques années, pouvait correspondre à une entité qui avait tout le fardeau de dire, j'ai un barrage d'Estacade, il y a des problèmes d'inondation par la glace, je dois ramasser tout le problème. Aujourd'hui, on voit les choses d'une façon différente, comme vous avez pu le voir. On travaille avec la nature, on étudie la nature, puis on est capable de redonner certaines fonctions à certains secteurs. OK? J'ai l'air de passer par Rome pour aller à Montréal, mais au bout de la ligne, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a identifié une solution qui coûte possiblement entre 3 et 5 fois moins cher pour le barrage d'Estacade. Et cette solution-là, c'est les discussions entre la Ville et le ministère qui va permettre peut-être de lui donner des petits bouts de survie. Là. Ça va dépendre de la discussion et de la négociation entre la Ville et le ministère. Ça, c'est ce que je pourrais vous dire concernant le barrage d'Estacade. Il y a un autre élément que je voulais souligner qui rejoint à la fois votre question puis qui rejoint un peu ce que Simon vient de dire. Parmi les grands défis qu'on a eu à rencontrer pour faire le travail au niveau du SRG, au niveau du dragage du barrage d'Estacade, le dragage du réservoir, il a fallu travailler en collaboration avec les ministères. La sécurité publique nous ont aidés énormément. Les gens du ministère de l'Environnement nous ont aidés énormément. Ils ont collaboré. Là. On a sorti 1100 pages de documents, modélisation et tout ça pour les convaincre de la nécessité d'intervenir en priorité. Et le gouvernement a émis un décret. Alors, pour permettre la réalisation des travaux. Alors, au travers d'une grève des ingénieurs et tout ça, il y a eu une collaboration extraordinaire des fonctionnaires. Alors, mais il fallait arriver avec un projet qui avait une certaine envergure, où est-ce qu'il y avait des résultats qui étaient attendus, et vous envoyez un petit peu le fruit qui vous a été présenté. Alors, c'est pour ça que des fois, on doit être inventif pour aménager ou imaginer des solutions un peu dans le genre de ce que Simon vient de dire, pour qu'on puisse gagner du temps et puis faire toutes les études, puis aller chercher quelque chose de plus structural et de plus permanent. Alors, il faut travailler tantôt avec la rivière et gagner du temps de ce côté-là, et en même temps, préparer avec les autorités quelque chose qui est plus structurant puis qui est quand même assez costaud. Je ne sais pas si ça... Parce que dans l'ensemble, depuis qu'il a été construit, je trouve qu'il a fait une bonne job. Puis même depuis une couple d'années, quand vous avez du côté nord, vous avez des portes que vous ouvrez, puis ça aide pour faire beaucoup moins de froisie, un peu, puis la rivière gèle quasiment tout le temps de suite. C'est l'amorce de la solution qu'on a creusée auprès du gouvernement. Là. En gros, ce qu'on veut faire, c'est que ce succès-là, vous avez vu au kilomètre 24, on ramasse en moyenne 160 000 tonnes.
de glace fragile. OK? On peut faire l'équivalent ou un peu plus en réaménageant possiblement les vannes du barrage estacade, en plaçant une estacade dans le réservoir et certains autres aménagements là, qui sont à l'étude puis en discussion avec les autorités au moment où on se parle. Alors, si on réussit ça, ça veut dire qu'on va faire un deuxième PK24. Alors, si on gère, il y a 400 000 tonnes de glace qui sont générées en moyenne à chaque année, mais si on en gère le 3/4, c'est déjà pas pire. Alors, c'est sûr qu'on ne gérera jamais le 100 de la glace. Il y a des années exceptionnelles où on a mesuré, c'est exceptionnel, là, mais on a mesuré jusqu'à 800 000 tonnes que la rivière va gérer. Fait que dire qu'il y aura des risques zéro, là, ça, c'est impossible. On vit sur le bord d'une rivière, alors il faut comprendre ce qui va avec. Parce que depuis que l'enrochement a été fait dans le rang Saint-Mathias, au kilomètre 24, là, vous dites? Oui. Moi, je suis curieux de nature. Puis quand ça a été fait la première automne, j'étais voir, puis je voyais ça là, tout de suite en arrière. C'est appris le frosé, le restant là, puis le restant, c'était à l'eau claire. Fait que je ne peux pas douter. Je sais que j'avais été vérifié de moi-même. Merci de vos réponses. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je ne toucherai pas un grand secteur, puis je ne parlerai pas de millions, là, parce qu'on est un petit paquet de résidents, de riverains qui a été touché cette année par l'embâcle de la rivière Sainte-Anne et de la rivière Verte. Là, l'érosion du chemin, nous, on est à veille de ne plus pouvoir passer, là, parce que toutes les glaces ont toutes mangé le chemin. Y a-t-il quelque chose qui avait été prévu? Je sais qu'on m'avait dit que c'était sous évaluation, là. C'est tout ce qu'on savait. Mais y a-t-il quelque chose, vous pensez, qui va être possible d'être fait à ce niveau-là, où on n'est pas assez nombreux pour que ça vaille la peine, ou encore peut-être faire preuve de souplesse pour qu'on puisse nous enrocher, pour qu'on puisse planter, parce que là, j'imagine que ça prend des permissions des différents organismes impliqués. Oui, c'est ça. La rivière Verte, là, comme on a vu dans la vidéo, se situe au pied des rapides. Donc, c'est un secteur qui est privilégié pour former des embâcles. En fait, c'est le premier obstacle que les glaces rencontrent lors de la dévalaison. C'est le premier embâcle, moi, que je vois de cette importance-là depuis 10 ans que je suis là. Oui, puis on a des archives là, dans les années 80. J'ai oublié l'année, désolé, mais je pourrais vous envoyer des photos qui nous avaient été partagées, que c'était une situation encore pire là, dans les années 80. Non, pardon, c'était au début des années 2000. Mais c'est les citoyens qui m'avaient partagé ça au début de ma recherche. Donc, c'est ça, c'est des années... C'est le premier obstacle aux glaces. Par rapport à l'érosion de la route, j'ai pas constaté les dégâts après l'hiver. J'ai pas encore fait un suivi de ça. Mais par rapport... c'est ça, qu'est-ce que je voulais juste dire par rapport à ça, c'est un site qui est reconnu pour former des embâcles, puis c'est un endroit où est-ce que l'eau a de la place pour passer. Donc, les glaces ont tendance à rester un certain temps à cet endroit-là avant de continuer leur chemin en aval. Puis, si vous vous souvenez bien, comment les glaces se sont formées cette année, c'est pas vraiment typique. C'est la première fois que ça arrivait en 11 ans de suivi. Il n'y a pas eu de fragile en novembre, mais il y avait des températures assez froides pour que le degré de l'eau soit proche de 0 degré Celsius. Puis il faut que l'eau soit un petit peu sous le point de fusion pour former du fragile. Donc, quand il est arrivé les premiers temps froids en décembre, la rivière s'est couverte rapidement d'un couvert de glace flottant. Donc, cette année, la dynamique principale, c'était de un couvert flottant, une glace de rive. Le fragile est arrivé par la suite. Puis, lorsque le fragile est arrivé, il s'est pris dans la glace qui était déjà flottante, notamment environ 1 kilomètre en aval de l'embouchure de la rivière Verte. Puis, il a remonté rapidement vers la rivière Verte. Habituellement, c'est plus tard dans la saison qu'il remonte jusque-là. Donc, il y avait un obstacle. Puis, il s'accumulait deux événements de débâcle. Un
plus vers la mi-décembre, puis une semaine après. Donc, de mémoire, c'est le 12 et le 17 décembre. Il y a eu 2 événements. Puis d'ailleurs, dans la vidéo où est-ce qu'il y a la prise de vue à côté de la rivière, c'est lors du 2e événement, qui ont formé un petit embâcle au pied des rapides. Ensuite, il y a eu la fameuse débâcle de décembre, du 30 au 31 décembre de 2024. Puis, les glaces ont arrêté dans cet obstacle-là. Si les glaces du kilomètre 24 avaient fait partie de ce train de glace-là, je vous le dis sans me tromper, que les dommages dans le secteur de Rivière-Verte auraient été beaucoup plus grands. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'on a retenu les glaces, mais c'est pas moi, là, c'est la nature. Au kilomètre 24, 12 km en amont, ça a aidé vraiment ce secteur-là. Mais il n'y a rien d'autre qui pourra se faire, j'imagine. Oui, il y a d'autres solutions. On a vu comment l'eau s'est évacuée de ce secteur-là. On a vu que c'était des anciens chenaux de crues qui existaient avant. Donc, avant, on avait un secteur de plusieurs îles. Pour diverses raisons, soit les chenaux ont été remblayés, soit la nature, ils ont été moins sollicités, puis la nature a remblayé naturellement certains chenaux. Donc, certains se sont rétrécis. Mais on serait capable de redonner un espace de liberté comme le concept là, à la rivière pour soulager le niveau d'eau dans ce secteur-là. Il y a des choses qui peuvent être faites, qui peuvent se faire. Là, c'est même pas, je peux pas dire que c'est à l'étude, mais on a commencé à réfléchir entre nous pour savoir, OK, à court terme, les interventions, ça va être plus, comme vous avez parlé peut-être de l'enrochement, mais encore là, j'ai pas constaté de visu qu'est-ce qui s'est passé. Oui, bien, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que là, on ne pourra plus aller chez nous, là. Ça passera plus. Vous demeurez à côté du lac Moisan-Pétiboutot? Je demeure directement à l'embouchure de la Rivière-Verte. À l'embouchure, oui, là où ça se rencontre. Là. Les cinq résidences, là. Oui, entre autres, oui, c'est ça. Oui, donc c'est ça, oui, c'est un secteur qui historiquement se retrouve au... Il y avait d'ailleurs une caméra avant, là, oui, il faisait de la surveillance, là, mais elle a été vandalisée malheureusement, oui, mais il y a justement, quand je disais que la Ville va remettre ça sur les rails, cet été, il va y avoir une installation de nouvelles caméras à cet endroit-là. Bon, bien, merci beaucoup. Oui, ça fait plaisir. Oui. En gros, madame, si vous le permettez, c'est que de faire une simple visite sur le terrain, alors il est possible, c'est pas une promesse, là, mais il est possible d'être assez inventif pour trouver quelque chose de léger qui pourrait permettre de soulager en attendant. Mais sachez qu'à toutes les fois qu'on met une pelle ou un ouvrage ou quelque chose dans la rivière, alors on ne peut pas faire ça gratuitement, là, dans le sens, je ne parle pas gratuitement d'argent, là, mais c'est-à-dire qu'il faut demander à quelqu'un. Et on est dans une ligne de commandement ou une ligne d'exécution là, qui est assez lourde. C'est toute proportion gardée, là, c'est moins d'efforts, toute proportion gardée, travailler sur des grosses affaires que de travailler sur une somme de petites choses. Mais alors, c'est pas impossible d'être inventif, comme le soulignait Simon avec l'érosion de surface. Mais je vais me permettre peut-être d'ajouter, peut-être que les citoyens de la place peuvent aussi apporter leur contribution à ça. Je veux dire, nous autres, là, le chemin, là, ça fait 10 ans que je reste là, bien, ça fait 10 ans qu'on le répare, là. Par nos propres moyens, on amène les pelles, puis on répare le chemin. Fait que l'enrochement n'est pas impossible aussi, là. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être regarder. Mais je veux dire, moi, on peut pas enrocher sans permission, on peut pas planter sans permission. Ça nous prend juste des permissions pour pouvoir le faire. Fait qu'il y aurait peut-être une certaine souplesse à aller chercher à ce niveau-là, là. Okay. Politiquement, la souplesse, je vous dis, des fois, au ministère, c'est difficile parce que nous, la souplesse, on l'aurait vite. Et, tu sais, dans les interventions qu'on fait, puis moi, je suis content quand j'entends Thomas vous répondre.
vous voyez qu'au moins, on surveille. Et même, j'en apprends encore de choses que Thomas sait ce soir que je ne savais même pas, là. On surveille la rivière, puis tranquillement, pas vite, on s'en va vers ça va être quoi les solutions. La chose plate que je peux répondre, c'est que quand vous avez 2 fuites, vous allez réparer la fuite qui fait plus de dégâts et vous allez réussir à convaincre le ministère que là, il y a une grosse fuite, il faut la réparer tout de suite. Et parce que si on la contacte avec la petite fuite, des fois, on est moins écouté. Ce que je veux dire par là, c'est que la rivière Saint-Anne a drainé et on a réussi à avoir l'aval des paliers du gouvernement pour nous donner un gros coup de main. Ils ont quand même mis 6 millions, c'est beaucoup. On a encore on a encore une promesse de 8 millions, 8,5 millions qu'on peut mettre sur la rivière. Et je veux pas parler, comme on parlait du bras du Nord tout à l'heure, qu'il y a une difficulté, bien là, on s'en va vers là et on va toutes les regarder. Il faut juste... Moi, je trouve ça long. Mais c'est tellement difficile à travailler. Comme on a appris au début de l'année que là, le barrage de l'Estacade, c'est la première fois qu'on entend parler que là, le barrage de l'Estacade est fini, il faut le refaire. OK? Il nous arrive avec ça. Et là, eux autres, c'est pas compliqué. Là. C'est dans leur façon de penser, ces autres, ils pensent barrage. Ils en ont 2000 au Québec. Le gouvernement a géré ce qu'ils pensent barrage. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le répare ou on le démolit? Nous, quand on les contacte, puis quand ils viennent nous voir, non, attendez un peu, là. Nous autres, la rivière, et là, on commence à leur montrer tout ce qu'on a fait sur la rivière. Mais leur réponse, c'est de dire, M. Duplain, nous autres, on ne gère pas une rivière, on gère un barrage. C'est que là, il faut les amener. Non, vous n'avez pas le choix là, de penser rivière avec nous, là, parce que votre infrastructure, elle vient jouer sur tout ce qu'on a fait. Fait que, comprenez-vous, on est obligé de commencer par là avant de... parfois... Je comprends très bien votre point de vue, puis je doute même pas des efforts qui sont faits avec les instances. Mais comprenez-vous, nous, c'est notre vie qu'on est en train d'essayer c'est notre patrimoine. Moi, je vis là à plein temps. C'est ce qui me reste là pour ma retraite, là. C'est ce que j'ai là. Fait que c'est ce qu'on essaie de sauver. Alors, c'est là où je demande la souplesse, parce qu'on est prêt à lever les manches, puis on est prêt à faire la job de bras, mais on voudrait juste avoir un peu de souplesse pour être capable de le faire. On va aller vous visiter, madame. Je suis content que vous le souligniez parce que ce qu'on fait ce soir, c'est pour avoir des commentaires. Je n'ai pas pris votre nom en note. Sylvie Dion. Sylvie Dion. Oui. Bonsoir, Francis Bérubé. Je viens de comprendre que j'habite pas loin de la dame qui vient de parler parce que c'est un peu le même cas. Moi, j'y vais avec 2 points. J'ai entendu tantôt qu'on parlait peut-être de faire une estacade en aval, plus proche, là, pas loin de l'estacade. On a eu un gros embarque qui était dans la cour chez nous. Là, fait que le train de glace il a arrêté chez nous. La nouvelle gare était chez nous cet hiver. C'est pas compliqué. L'estacade qu'on parle de pouvoir mettre encore pour bloquer des fragiles un peu plus bas de la ville, ça risque pas de provoquer des embarques plus puissants chez nous comme on a eu cet hiver? C'est un peu ça ma question. Si on jamme ça en bas, ça va tout déborder en haut. Là, vous êtes où exactement là, pour juste Moi, nous poursuivre le... Je suis tout de suite après Rivière-Verte. OK. Du côté de la rivière. Là. Côté de la rivière. OK. Ouais. L'embarque qu'on a eu cet hiver. Exact, là, exact. Il était parqué chez nous. Deuxième point, on y voit une question de sécurité aussi. Il y a 2 ans, il y a eu un gros coup d'eau en plein été. Le pont de bois, là, j'ouvre la Rivière-Verte, là, il a été condamné. La Ville a fait un excellent travail. Ça a été rapide à le réparer. Mais s'il n'avait pas été réparé rapidement, on y va d'une question de sécurité. Puis nous autres, on a un chemin pour passer. C'est là. Fait que ce pont-là, cet hiver, quand il y a eu l'embarque de la rivière Sainte-Anne, la Rivière-Verte a continué à descendre, mais à jamais, c'était rendu que l'eau frottait sous le pont. Fait qu'un coup d'eau un petit peu plus que ça, le pont disparaissait. Nous autres, on va se retrouver comme sur l'île de Gilligan. On est pognés là, on n'a pas d'autre chemin de partir. Fait que la question de sécurité, d'améliorer ce secteur-là, est important justement à cause de ce pont-là, ou d'améliorer un pont qui ne risque pas de partir avec les embarques et la rivière. Merci. Okay. Quand il y a eu l'embarque, vous dites, pendant cet hiver, à un moment donné, l'eau a monté tellement que ça a touché au tablier du pont. Il en manquait
place qui descendait de la rivière Verte, c'est sûr que ça cognait sur le pont. C'est un pont de bois, on comprend qu'il est solide, mais je ne suis pas sûr qu'il aurait résisté aussi longtemps qu'il résiste actuellement. Merci. Bonjour, François Lessard. Je viens au nom du club de motoneige. Tu peux monter le micro, François. La grandeur que tu as, tu vas te... Parfait. Ça va être mieux comme ça. Je viens au nom du club de motoneige. Nous, on a une passerelle pour traverser la rivière Sainte-Anne un peu plus haut que le centre-ville de Saint-Raymond. On s'aperçoit depuis quelques années que la rivière commence à gruger du côté du rang Notre-Dame, assez qu'on a peur à un moment donné que la rivière passe avant le pont. OK? Fait que je ne sais pas si c'est des choses que vous autres avez constatées, que vous avez regardées, que vous avez une façon d'éviter ça. Puis l'autre question que j'avais aussi sur la digue que vous avez enlevée chez Gilles Dion, c'est-tu pour que les terres dans ce coin-là servent de tampon pour absorber un surplus d'eau de la rivière? Normalement, c'est pas ça. Hein? Le principal, c'est de diminuer la vitesse. Alors, vous avez le lit mineur, qu'on appelle là où la rivière passe la plupart du temps. Okay? Vous avez le lit majeur, alors qu'il y a plusieurs centaines de mètres. Alors, imaginez que vous bloquez le lit majeur, autrement dit en période de crue. Ça veut dire qu'au lieu de passer sur 200 mètres, 300 mètres de largeur, ça passe sur 100 ou 150 mètres de largeur. Vous venez de doubler la vitesse d'écoulement à tel débit. Fait que, et ça, cette vitesse-là, cette accélération de vitesse-là, alors elle transporte pas juste des particules, là, des bonnes quantités de sédiments, et c'est un mouvement là, qui se dégrade, autrement dit, et se transporte de place en place. Fait que, donc, ça fait partie de la gestion. C'est un peu ce que Simon vous expliquait ou ce qu'on vous disait tantôt. Ça fait partie, ça, c'est l'étude sectorielle du lit et des rives. Alors, elle est financée par le PRAFI. Alors, cette étude-là, elle est sur la base d'être terminée, là. Alors, et ces points-là, ou la plupart, beaucoup de ces points-là ont été identifiés dans l'étude. Pas la totalité, mais toute l'information que les gens du milieu nous apportent permettent de préciser des choses. Il y a deux choses que ça va provoquer, la digue qu'on a enlevée. Et je le dis, je tiens à redire, je vais le dire, M. Jobin et Mme Moison ont été vraiment compréhensifs. C'est une terre qu'ils avaient en culture. On a enlevé la digue. Il risque de se ramasser des glaces, des tas de bois, et je ne suis pas sûr qu'elle va être aussi cultivable qu'elle l'était. Et le deuxième problème, c'est que votre sentier de motoneige passait exactement là. Fait que ça se peut peut-être que ça vous cause certains problèmes à un moment donné, parce que là, il y a des glaces. Parce que vous l'avez déjà vécu, je pense qu'il y a des glaces qui se sont ramassées sur la terre. Oui, il y a 2 ans, il y a eu la rivière a monté dans le champ de M. Gilles. Là. C'est ça. Que, vous dire, à un moment donné, on avait... ça avait été nettoyé. Là, mais c'était de la roche, de la pierre de rivière. Là, il y en avait, je ne sais pas combien de tonnes, mais il y en avait 1 pied, 1 pied et demi, 2 pieds d'épais, là, la moitié de son champ. C'est ça. Dans la partie sud, là, la partie en rive gauche, où est-ce que il y a la première passerelle, le premier petit pont sur un chenal de crue. Ce chenal de crue-là a été formé à cause de la récurrence des embarques à cet endroit-là. Puis est entretenu. Donc, quand il y a un embarque ou quand il y a un barrage de Phrasie dans le chenal principal, bien, il y a beaucoup d'eau qui passe par là. Donc, c'est pour ça que vous avez vu de l'enrochement qui était d'une certaine dimension assez impressionnante. Puis, juste pour ajouter, l'enlèvement de la digue, ça diminue la pression sur le couvert de glace en place au centre de la rivière. Donc, ça retarde l'arrivée des glaces au centre-ville. Puis, dans ce secteur-là, c'est surtout, annuellement, on a surtout qu'est-ce qu'on appelle dans le jargon, c'est un barrage suspendu de Phrasie. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation assez importante de Phrasie, puis cette accumulation-là remonte vers l'amont. Ça rejoint là, la question de votre concitoyen là, par rapport au fait qu'on va initier plutôt la formation du couvert de glace vis-à-vis le barrage Estacade. Puis ça remonte au cours au début de l'hiver, ça remonte vers l'amont. Puis, où est-ce que je voulais aller avec ça?
Ah oui, mais on voit là, sur l'image qui est derrière moi que la concentration, qu'est-ce qui est surligné en bleu, c'est des anciens chenaux de crue que la rivière utilisait dans le passé. On le voit parce qu'il y a des dépressions dans le sol là, sur les relevés lidar. Puis, on voit qu'ils se rejoignent un petit peu à l'amont de votre première passerelle. Il y en a une autre là, qui est plus vers le pied de talus, vers la ligne verte pointillée, là, qui se joint, qui passe proche de, vis-à-vis votre sentier, en fait. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, on est capable de concentrer l'écoulement à un endroit. Puis oui, il va y avoir des débris à cet endroit-là, mais il y en aura juste là. Puis la probabilité qu'il y en ait peu ou pas ailleurs, la probabilité qu'il y en ait ailleurs est beaucoup plus faible. Donc, si jamais là, ça causait l'enlèvement, le fait que cette terre-là redevient accessible à la rivière, si ça causait des préjudices, il y a des solutions pour essayer de limiter ces préjudices-là. L'eau là, qui va rentrer, mettons, à partir de chez Gilles Dion, elle va la ressortir où? Dans la rivière? Mais principalement dans le chenal de crue qui est identifié, mais comme je disais, au pied du talus, au pied de la ligne verte pointillée, il y en a un second, on voit, il y a de la végétation plus dense autour. Puis celui-là, je vais utiliser le mot drainer. Il draine surtout, puis il draine l'eau, il dirige l'eau vers votre sentier. Ça, c'est les canaux qui sont déjà existants dans ce territoire-là. Il y a 2 ou 3 canaux. Il y en a quelques-uns. OK. Fait que c'est là-dessus que c'est ces canaux-là, vous comptez que l'eau qui va embarquer sur la terre à Gilles-Jobin va aller retomber là-dedans puis va rentrer dans la rivière. Il va y avoir une nouvelle dynamique qui va se créer, puis on va continuer de faire l'observation de ça. Ça fait partie là, du suivi là, en tout cas, que moi, personnellement, je fais à chaque année. Là, comment la rivière... c'est pas dangereux que la rivière se ramasse entre la passerelle, mais parce qu'il y a 2 ponts. Ouais. Nous autres, on a 2 ponts dans ce coin-là. Là, la rivière se met à prendre racine ou s'installer entre ces 2 ponts-là. Bien, là, toi, la passerelle est plus basse que ça. Non, mais je parle, nous autres, on a le pont de la passerelle, mais à peu près 500 pieds plus loin, juste pour les motonneires, on a le pont, ce qu'on appelle le pont Dion. Un pont, ah oui, c'est vrai. Un pont en bois. Là. Oui. Fait que il y a une baisseur, oui. là. Fait que je veux dire, c'est pas dangereux que la rivière commence à aller s'installer dans cette baisseur-là. C'est un secteur qui est très dynamique. Donc. J'aime pas ça. Parce que je connais. Moi, je ne suis pas motoneigiste, je m'excuse, mais je suis ce secteur-là depuis l'événement en 2017. Honnêtement, je vais le dire devant la caméra, on est passé en véhicule là, pour suivre un train de glace, on est passé en véhicule par là. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, je vais leur dire dans d'autres mots, c'est que le premier petit pont que vous appelez le pont Dion, je suis content, je vais pouvoir l'utiliser ce nom-là, moi aussi. Ce chenal-là, il a été creusé à la longue parce que la rivière forme toujours des embâcles ou accumule du phrasie dans son chenal principal. Donc, la rivière cherche d'autres manières pour évacuer son eau. On a vu directement, un petit peu plus en amont, là, on voit le secteur qui est en érosion. Donc, ce secteur-là, il est beaucoup appelé à changer. Puis la rivière, elle essaie de retrouver un peu là, où évacuer son eau à travers toute cette large plaine inondable. Puis elle a plusieurs choix, dont augmenter l'utilisation dans le chenal d'évacuation que vous avez le premier pont. C'est pas nécessairement en raison de l'ouverture de la digue en amont que ce chenal-là est utilisé. On le voit, là, moi je le vois, je ne sais pas si c'est... Ouais. Je pourrais vous le montrer là, directement, l'entrée du chenal, on le voit, là, il est à 90 degrés, il est proche de la flèche bleue au bas de la première photo à gauche. La flèche bleue qui est le plus en bas, là. Il y a un chenal qui part à 90 degrés. Ça, c'est quand on remarque ça sur une rivière, souvent, la majorité du temps, c'est causé par des processus de glace. Donc, le couvert de glace ou un embâcle se forme dans la rivière, puis
ça s'accumule vers l'amont, puis à un moment donné, l'eau n'a plus de place pour passer, donc coupe vers les berges. Puis au fur et à mesure de la récurrence de ces événements-là, ça creuse un chenal. Donc, la majorité de l'eau qui passe sur le premier petit pont d'Ion provient de la rivière, la rivière Sainte-Anne, mais juste un petit peu en haut, pas de l'ouverture de la digue. Il va y en avoir, par contre. Le chenal qui est au pied du talus en pointillé vert, celui que j'ai identifié tantôt, il va être encore plus utilisé. Puis ma dernière question, c'est est-ce que du côté de la ville, il pourrait y avoir quelqu'un qui je comprends que ce n'est pas une infrastructure qui appartient à la ville, là. Ça pourrait-tu rentrer dans la liste des... Parce que j'imagine qu'à la ville, les ponts sont inspectés sur une certaine fréquence, là. Je ne sais pas combien d'années vous inspectez le pont Tessier, ou vous inspectez le pont Neuf, ou tous les ponts qu'ils peuvent avoir dans Saint-Raymond. En fait, ces ponts-là appartiennent au ministère des Transports. C'est eux qui font l'inspection. Si je ne me trompe pas, la Ville est responsable seulement du platelage et de d'autres composantes. C'est un drôle de partage, là. Ouais. Fait que le ministère des Transports fait des inspections récurrentes. Okay. Si je ne me trompe pas, il y a un numéro sur une pancarte bleue et blanche qui apparaît sur le pont aussi de Rivière-Verte. Donc, ça veut dire qu'il appartiendra au ministère des Transports aussi. Donc, mais comme nous autres, la passerelle, là... c'est pas au là quand elle a propriétaire. été construite, là, mais je pense qu'elle appartient au club de motoneige. Bien, c'est au club de motoneige d'assurer l'entretien, l'inspection, comme une maison. Oui, mais ma question, c'est si nous autres, on constate une irrégularité, on peut-tu vous appeler pour dire c'est le fun de faire de l'enrochement, là, mais je veux pas qu'on se mette à travailler contre vous autres non plus, là. Non, mais c'est ça. Je pense que ça sera normal si... Tu sais, vous avez demandé qu'il faut... À qui, moi, je lève la main, vous dites, regardez, les gars, il se passe telle affaire à telle place. Ça serait peut-être bien de prendre une photo puis d'aviser la Ville, oui. Je ne dis pas que la Ville va payer pour les travaux, là, mais au moins de l'aviser. Non, c'est pas ça du tout, là. Je pense que vous avez deux belles portes d'entrée. Là. Vous avez le comité rivière, puis vous avez le conseil. Parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais peut-être une petite remarque, juste pour faire penser que lorsque les autorités en matière d'environnement, de sécurité civile et autres demandent des études, bien, il faut les faire réaliser. Puis, bon, tant mieux. Nous, on aime bien les faire, mes collègues. Mais il n'y en a pas tant que ça, des ingénieurs hydrauliciens. Puis, je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup plus que des médecins. En quelque sorte, ça veut dire qu'effectivement, ces gens-là sont tous extrêmement occupés. On est même allé chercher des collègues dans la région de Montréal. Ils sont là, ils sont présents pour venir nous supporter. Mais effectivement, ces gens-là sont occupés beaucoup. Alors, c'est pas toujours facile de dire on va mettre en œuvre un projet. Il faut que les professionnels y travaillent, et puis il faut les trouver, ces professionnels-là. Il faut les former. Donc, il y en a pas. Les ressources ne sont pas infinies. Hein. Ma question s'adresse encore à M. Beaulieu. Dans le futur, s'il est question de reconstruire le barrage de la chute Pana, est-ce que c'est prévu? On parle beaucoup d'énergie verte. Est-ce que c'est prévu qu'il va y avoir une turbine pour faire de l'électricité? Ça, c'est une question pour le maire. Une question pour le maire. Oui. Oui. Non, c'était l'étude. On a la possibilité à Saint-Raymond de pouvoir produire de l'énergie verte. Et on regarde les possibilités. Et si on a l'occasion, oui, on va le faire. Et on ne parle pas seulement de centrales hydroélectriques, on parle d'autres choses, on regarde. Il y a différentes possibilités pour produire l'énergie verte. Et on va toutes prendre les possibilités qui nous sont offertes. Merci, M. le maire. Bonsoir. Benjamin Gazaille. J'aimerais parler, moi, d'un secteur qui n'a pas vraiment été parlé ce soir. Ce serait plus le secteur qui est en aval de la chute Panay. Dans le fond, moi, j'habite secteur Tiblan, rue Tiblan. Puis c'est ça, c'est récurrent là, depuis facilement 2018. Là. Moi, j'habite là depuis 2023. Fait que plus dans le passé, je ne suis pas trop au courant, mais c'est récurrent, là, toutes les crues, que ce soit été comme hiver, l'eau monte quand même assez incroyablement. Fait que je ne sais pas si vous aviez quelque chose qui avait été prévu dans le futur pour comme un peu aider à... Vous avez de l'eau ce printemps, je pense aussi. L'eau a monté pas mal, je pense que ce printemps aussi, hein? Oui, bien,
Elle a monté quand même, moi, elle a monté sur mon terrain. Une coupe de pied, là, ça n'a pas monté au garage ou à la maison, peu importe, mais c'était assez pour passer dans la rue, on n'était plus capable de passer. Moi, la partie où je suis, j'ai la possibilité de passer par 2 chemins, mais c'est ça, si l'eau montait plus que ça, moi, je n'étais pas capable de sortir de chez nous, mettons. Mais moi, j'ai eu de l'eau jusque dans le chemin au printemps. Au centre-ville ou peu importe, c'était quand même pas si peu que ça, mais nous autres, notre secteur, après Chute Panay, c'est vraiment comme... Je sais pas pourquoi, l'eau a plus tendance à monter là, ou peu importe, là, mais il n'est pas obligé d'avoir vraiment beaucoup d'eau dans le centre-ville pour que nous autres... Ce qu'il n'y avait jamais eu avant, c'est comme nouveau que le secteur Tibla se fasse inonder autant que ça. Oui, c'est ça. Bien, moi, ça m'apporte une question à propos, justement, comme des caissons que vous avez retirés entre le centre-ville puis la Chute Panay. Je ne sais pas si ces caissons-là auraient pu, en quelque sorte, faire un peu comme excusez le barrage, là, le barrage Saint-Raymond, ça aurait pu faire comme un effet comme ça pour notre secteur à nous. Mais c'est vraiment comme depuis ce temps-là, on dirait que ça concorde un peu dans les événements du temps. Là, ça concorderait un peu avec comme le retrait de tout. Je ne m'avance pas à ça ni rien. Mais c'est juste comme une hypothèse que je veux amener. On est allé sur place, moi et le conseiller Benoît Voyer, puis on est allé sur place aussi avec l'autre qui est venu l'année dernière. On est allé. On a des questions par rapport à ce qui peut se passer là, puis on n'a pas les réponses, je vous dis. Il y a des questionnements qu'on se pose, mais on regarde les possibilités qu'il y a par rapport à ce secteur-là. OK. Parce que vous avez eu pas mal d'eau, pas l'année passée, l'autre année d'avant, je pense. En décembre 2023. Oui, c'est ça. Hein? Il y avait, moi, sur mon terrain, j'avais eu de l'eau, il y avait comme 3-4 pieds d'eau sur le terrain. J'ai eu de l'eau dans le garage assez incroyablement. J'ai perdu des véhicules, puis ce genre d'affaires-là. Ça a été quand même assez important, mais je ne suis pas tout seul. Là, dans ta maison est où exactement? Moi, c'est au 116 rue Tiblan. Moi, c'est comme le plus loin dans le U qu'on peut aller. Là. On est comme trois maisons qui est au bout du U, mais en fait, toutes les maisons de la rue Tiblan, on est pas mal toutes dans le même pétrin, là, je dirais. J'ai 2 choses à... Oh, t'as-tu allé, Benoît? Pardon? OK, ça la doit. Je sais que mes voisins, il y a certains voisins qui ont été... moi, je travaillais à ce moment-là. Je sais que j'ai entendu parler que vous étiez passé dans la rue pour parler à certains voisins, mais c'est ça, je savais que vous étiez passé. Là. Vous me répétez votre nom, s'il vous plaît? Excusez? Votre nom, s'il vous plaît? Benjamin Gazaille. C'est Benjamin. Ouais. Il y a 2 éléments d'information que je voudrais vous partager. C'est que depuis qu'il y a des statistiques sur la rivière Sainte-Anne, en 2020, en 2023, des crues à Noël, là, à 1000 mètres cubes, c'était du jamais vu. Puis on a le nez sur les statistiques hydrologiques de la rivière depuis le début. Alors, ces 2 événements-là sont arrivés en 4 ans. Là, 2 fois en 4 ans, là, ça, c'était du jamais vu. D'ailleurs, puis vous l'avez vu là, sur une des photos. Alors, une digue qu'on venait de refaire, là, on était à 15 cm là, du débordement. Pourtant, on vient de faire ces digues-là. Alors, ces événements-là, ça, c'est quelque chose, c'est relativement nouveau. Ça, on peut l'appeler avec les changements climatiques. Ça, on peut mettre le point là-dessus. Ça, c'était le premier point, là, autrement dit. Le deuxième point, c'est qu'on est allé à 2 reprises et il y a eu des mesures qui ont été prises parce qu'il y a des maisons qui ont été inondées. Fait qu'on est allé relever toutes les maisons qui ont été inondées, les terrains aussi, parce que ça fait partie des analyses qu'on doit faire concernant la gestion du futur barrage de Chute Panay. On ne veut pas empirer la situation. Donc, il fallait qu'on prenne des données de ce côté-là. Fait qu'on a quand même un peu de documentation qui est arrivée. Le 3e point que je voulais souligner, c'est que l'enlèvement des cages de drave qui est là. Alors, vous avez un barrage, vous avez un réservoir qui est là, et puis vous avez une diminution des vitesses, fait que le matériel qui est en arrière, il n'est pas passé par-dessus. Donc, il n'a pas pu aller remplir l'aval du barrage. C'est un phénomène, ça, qui ne s'est pas produit, je suis absolument certain. OK. Fait que si je comprends bien, dans le fond, pour ce qui est des inondations, vous avez relevé des données, mais il n'y a comme aucune action vraiment encore qui a été faite pour aider à la situation. Il n'y a pas d'action prévue. On est en train de regarder la possibilité de
voir ce qu'on peut faire. C'est comme si on était à l'étude encore pour l'instant pour voir ce qui se passe. Là. OK, parfait. Puis est-ce que vous avez comme un certain temps? Là, Non. Non, OK. J'aime mieux pas vous en donner. C'est ça. Parfait. Dans les études là, par rapport au barrage de Chute-Panay, c'est sûr qu'on va regarder c'est quoi les impacts en aval. Si on dit, si on veut ouvrir des vannes pour laisser passer plus d'eau, baisser les niveaux d'eau en amont, on est obligé de voir c'est quoi les impacts en aval. Je vais juste rajouter une petite question. Est-ce qu'en 2023, le niveau d'eau était plus élevé qu'en 2020 sur votre terrain? Oui, parce que nous, en fait, en 2020, moi, je n'habitais pas là à ce moment-là. OK. Mais si je me fie à ce que les voisins puis l'ancien propriétaire de ma maison a dit, c'était en 2018 qu'il y avait eu le même incident qu'en 2023. En 2020, si je me souviens bien, là, les dires de mes voisins, il n'y a pas vraiment eu d'eau autant sur le terrain. Oui. Je suis content de votre réponse parce que c'est ça. Présentement, le chiffre officiel qui a été enregistré, les deux événements sont très similaires à la station, mais moi aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué, surtout en aval du barrage, c'est que les niveaux d'eau atteints ont été beaucoup plus grands. C'est pour ça qu'on utilise un chiffre qui n'est pas officiel, le plus ou moins 1000 mètres cubes secondes, parce que d'après moi, le deuxième événement en 2023 était plus haut que le millier, mais je ne peux pas encore m'avancer sur un chiffre. Puis l'autre chose que je voulais ajouter, c'est que vous regarderez la carte dans votre secteur, la rue Tiblan, si je ne me trompe pas, il y a un petit cours d'eau qui se jette, là, la rivière de l'Ours, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. C'est la rivière, c'est en arrière de mon terrain. Oui, c'est ça. Ça donne sur mon terrain. Puis la dernière portion de cette rivière-là, qui draine les marais en amont, c'est un ancien bras de la rivière Sainte-Anne. Okay. Donc, quand il y a un événement comme ça, le secteur qui est entre l'ancien bras de la rivière puis la rivière, bien, il y a un gros appel d'eau qui est arrivé par votre côté de rive de la rivière Sainte-Anne. Donc, ça, c'est pas à négliger dans nos analyses. Puis, c'est ça, là, on a eu 2 coups d'eau. Je vous dirais, selon mes premiers calculs, c'était une récurrence autour de 70 ans, mais d'après moi, l'événement 2023, ça va être supérieur à ça. Donc, ça veut dire, à chaque année, on a une chance sur 70 que ça survient. C'est pour ça que la succession en 4 années, c'est quelque chose de très exceptionnel. Puis c'est pour ça que ça s'était rarement vu auparavant. Auparavant, le dernier coup d'eau aussi important qu'on avait eu, qui avait été enregistré à un débit qui était supérieur au millier, c'était en 1989, au mois de mai. Donc, l'année de ma naissance. Donc, c'est ça, là, il faut regarder aussi c'est quoi les impacts en aval. C'était ça un peu le message que je voulais que vous repartiez ce soir. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je constate qu'il est 20h59. Je ne veux pas restreindre les questions. On avait prévu environ 2 heures. Est-ce qu'il y aurait des questions pour finaliser? Monsieur François. Ben oui, des questions certaines. Pas drôle d'être grand, hein? Non, tu n'as pas d'idée. Si, sur les terres de M. Dion, là, que la digue a été démanchée, puis tout ça qu'on parlait tantôt, puis que vous comptez un peu sur les espèces de 2 ou 3 petits ruisseaux ou canaux ou quelque chose comme ça pour que l'eau retourne à la rivière, dans ces canaux-là, c'est une ancienne terre agricole qui avait retourné en friche puis qui a été un peu abandonnée au travers des années. Avez-vous l'intention de redonner un peu d'amour à ces canaux-là? Parce qu'il y a des places que ils se sont quasiment remplis de sable puis de terre. Il y a des places il y a des tuyaux qui ont été installés, voyons, de toutes les... Des tuyaux qui ont été installés de toutes les grandeurs. Fait qu'ils n'auront pas le même débit. Évidemment, s'il faut qu'ils se mettent à la rivière, il faut qu'elle embarque sur ces terres-là. Ils n'auront pas la même capacité de laisser passer de l'eau. Avez-vous l'intention de travailler un peu sur ces canaux-là pour les rendre efficaces? C'est une bonne question par rapport à le dimensionnement des ponceaux. Là, ça faisait pas partie de nos analyses. Par rapport, je vais vous dire, c'est quoi la solution qu'on avait pensée là, par rapport à qu'est-ce que je disais, diminuer les préjudices, c'est de créer un chenal engazonné. C'est-à-dire qu'on crée une légère dépression dans les terres, puis on dit à la rivière, tu peux passer par la plaine inondable, mais concentre-toi d'abord sur ce secteur-là. Donc, la récurrence des débris vont se concentrer toujours au même endroit, puis il y aurait un entretien à faire
quasiment annuellement pour dire, mais au moins le restant des terres, il pourrait continuer d'être exploitable. Par rapport au dimensionnement des ponceaux, probablement qu'il va y avoir des rajustements à faire. Je ne sais pas c'est au-delà de mes connaissances pour savoir c'est qui aura la charge de ça. Mais moi, personnellement, je m'engage à continuer d'étudier ce secteur-là pour les prochaines années, notamment maintenant avec les drones, c'est assez simple, puis ça parle beaucoup. Donc, on peut en tout cas, moi, je m'engage à faire un suivi de ce secteur-là. Puis, y a-tu je vais poser la même question que le monsieur avant moi. Y a-tu comme un calendrier de prévu? C'est-tu un objectif de 3 à 5 ans ou est-ce que je ne veux pas avoir ça à journée près ou à l'année près? Là, mais... Je vous dirais que le calendrier, pas par rapport à ce que nous autres on veut faire, le calendrier par rapport à ce que les permissions qu'on réussit à avoir pour faire des choses. Il y a des propriétaires à qui il faut parler, il y a, après ça, il y a parce que nous, on est prêts. Il y a bien des choses, comme Claude disait tantôt, pour protéger la rive du PK8. Les plans sont faits, là. Tout est fait. On n'a pas la permission de l'environnement. Même on a beau le dire qu'à ce place-là, la rivière va changer son cours, là. OK, il faut faire de quoi, là? Non, c'est pas de suite, c'est... Mais à partir du moment où le ministère vous oblige à démancher la digue qui était là, ils sont bien au courant que ce qui va arriver, c'est que l'eau va embarquer dans le champ. Évidemment, cette eau-là, il faut qu'elle aille sortir quelque part. Ouais. Hein? C'est aussi niaiseux que ça, là. Je veux dire, fait que il devrait être capable de comprendre que faut que vous fassiez certains travaux pour qu'elle sorte à quelque part. Hein? Sans trop... C'est ce qu'on se dit, nous autres, tout. Pas d'autres questions? Et moi, je vous remercie beaucoup d'être venu. Je passe un message aussi, puis remercie beaucoup notre monde qui travaille pour nous. On a vraiment des gens compétents qui comprennent la rivière. Vous voyez que quand Thomas décide de donner une réponse, la réponse, ça peut être détaillée. Des fois, J'ai trop parlé. Désolé. Des fois, j'écoute Thomas, puis je me dis, là, il faut que je me concentre parce que Thomas, il sait de quoi il parle. Et il faut l'écouter comme il faut quand il... mais les données sont justes. À chaque hiver, Thomas nous suit aussi dans les débits de la rivière. Lui, il calcule toute la température, la pluie qui pond, la fonte des neiges, la température de l'eau. Nous autres, on est perdus. Lui, il réussit à suivre là-dedans, il nous donne des bons conseils. Et Simon, dans les préparations de dossiers qu'on a, est extraordinaire. Et le tout accompagné de Claude, qui, depuis 2014, travaille d'arrache-pied. Je pense qu'il a tatoué... Il y a Saint-Raymond, je pense, tatoué sur le cœur autant que moi. Parfois, je trouve qu'il met le cœur à l'ouvrage. Et il n'a pas peur de venir nous aider là-dessus. Un autre groupe à remercier, c'est le comité Rivière. Je pense que tout ce qu'on a réalisé ici, ensemble, OK, puis je tiens à le dire, c'est ensemble, c'est la ville, c'est les scientifiques, c'est le comité Rivière, avec qui on peut discuter parce que eux connaissent scientifiquement la rivière et surtout nous autres, parfois, puis Thomas l'a un peu dit dans la vidéo qu'on a vue, c'est important de parler aux gens du milieu parce que les gens du milieu aussi connaissent la rivière et c'est ce qu'on essaie de faire avec des soirées quand on rencontre le comité Rivière, mais quand on vous rencontre aussi pour savoir ce qui se passe là sur la rue Tiblan, des choses que vous avez données, la rivière verte, on en apprend tous les fois, parce qu'on peut pas, on a des yeux, on a beaucoup d'yeux, mais les yeux sont pas tout le temps partout, fait que c'est le fun de vous entendre. Je vous remercie encore d'être venu ce soir, et à la prochaine.